Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être présents ce matin pour les résultats de l'enquête Mobilité et qualité de vie au travail, édition 2022. J'espère que vous m'entendez bien, je vous invite à me le confirmer dans le chat. Si vous avez l'habitude de suivre nos webinaires, vous connaissez le chat, vous nous entendez parfaitement. Super. Très bien. Parfait. On va commencer sans trop tarder. On a beaucoup de choses à vous dire ce matin. On est très heureux pour vous présenter les résultats, d'accueillir ce matin Élodie Trochesec, qui est coordinatrice mobilité active et partagée à l'ADEME. Également Alice de Rocasera, responsable du pôle mobilité chez Ecodev. Et enfin Emilien Tracol et Mathéo Imar, qui sont tous deux consultants mobilité durable chez Ecodev. Merci à tous d'être présents ce matin. Avant de laisser la parole à Alice, je voulais simplement vous rappeler que vous avez un onglet questions qui est à votre disposition, que je vais vous inviter à utiliser pour poser toutes vos questions. On les traitera à l'issue de la présentation des résultats. Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le support de présentation en cliquant sur le petit nuage, le petit icône de téléchargement qui apparaît quand vous passez votre souris sur la présentation. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps et je vais laisser la parole à Alice pour introduire la restitution. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Et QVT. Pour cette deuxième édition, on a été cofinancé par nos partenaires membres de l'écosystème. On remercie chaleureusement de nous donner les moyens d'avancer sur les sujets de mobilité qui nous animent, en tout cas autour de la table, tous au quotidien. Alors, depuis la première édition, c'était fin 2019, on a eu quand même deux événements qui sont venus conforter à la fois nos intuitions et plus particulièrement les liens entre la mobilité quotidienne et la QVT, la qualité de vie au travail. Tout d'abord, on a eu la parution de la LOM qui est venue inscrire le sujet de la mobilité domicile-travail dans le dialogue social et plus précisément dans le volet QVT des négociations annuelles obligatoires, les NAO, mais aussi plus largement la crise sanitaire qui a généré un boom à la fois des pratiques de télétravail, à la fois du vélo, et plus largement qui est venu réinterroger profondément la question des équilibres vie pro, vie perso. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle édition, on a souhaité ajouter des questions pour traiter ce sujet. Je vais laisser la parole à Mathéo Imar et Emilien Tracol qui vont vous présenter les résultats qui n'ont pas vocation à être, on préfère le préciser, mais Emilien en remettra une couche, mais qui n'ont pas vocation à être représentatifs ni des employeurs ni des salariés français, mais qui ont le mérite de poser les grandes tendances et les perspectives dans nos actions au quotidien. Emilien, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Alice. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter quelques chiffres sur les modalités et les profils des répondants. Donc, comme l'a évoqué Alice, cette première enquête, cette deuxième édition, fait suite à la première enquête qui avait été publiée en 2019. Donc, pour cette deuxième édition, nous comptabilisons 1250 répondants. 12% des répondants déclarent avoir répondu à la première édition en 2019. Donc, effectivement, sur la représentativité, l'échantillon n'est pas représentatif. Nous avons principalement des cadres qui ont répondu à l'enquête, environ 60%, des cadres qui aujourd'hui travaillent dans des entreprises situées dans des espaces urbains denses, donc principalement des sièges sociaux. 88% des répondants sont également sédentaires, donc des populations non mobiles où des collaborateurs sont présents au bureau au moins 3 jours par semaine. Donc des collaborateurs qui sont également éligibles au télétravail. Et on pourra également en reparler plus tard dans la présentation des résultats. Nous avons décidé de vous présenter rapidement également et faire un zoom sur les modes de transport qui sont utilisés par les répondants. Donc, nous avons principalement des répondants, majoritairement des répondants qui se déplacent en véhicule motorisé. Donc, pour 33% d'entre eux, les voitures personnelles est utilisée, ensuite la voiture de fonction. Nous avons également un usage important des transports en commun et des modes actifs, environ 25% pour ces deux catégories de modes de transport qui sont du coup utilisés pour les déplacements domicile-travail.
Pour faire également un point sur le profil des entreprises qui ont participé, qui ont répondu à l'enquête, nous avons principalement des répondants qui travaillent dans le secteur privé, environ 76% d'entre eux. Les secteurs qui sont représentés, donc on a principalement le secteur des transports, services aux entreprises également, les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'industrie et également des collectivités qui ont participé à l'enquête. Pour les principales entreprises représentées, donc nous avons bien évidemment les parties prenantes qui nous ont aidés à construire l'enquête et qui ont diffusé massivement l'enquête en interne. Donc on a Transdev, la SNCF, Decathlon, GRDF qui sont membres de l'écosystème et on les remercie du coup d'avoir participé et diffusé l'enquête massivement. Et également des entreprises comme Engie, Atos qui ont participé, qui ont répondu massivement à cette enquête. Le profil également toujours des entreprises, nous avons voulu et décidé de vous présenter la localisation du lieu de travail des répondants. Donc, principalement des répondants qui collaborent et qui travaillent aujourd'hui en zone urbaine dense, c'est ce que j'évoquais au début, et également en zone périurbaine pour environ 33% d'entre eux. On a également des répondants de zones rurales et également de zones urbaines, plutôt type centre-ville moyenne. On a décidé de croiser du coup la localisation du lieu de travail avec les catégories de mode de transport utilisés. Donc rien de très surprenant. Nous avons un usage plus important des véhicules motorisés en zone rurale et en zone périurbaine, et ensuite un usage plus important des modes actifs et des transports en commun dans les zones urbaines et dans les zones urbaines denses. Un point également qu'on voulait aborder, c'est le nombre de répondants en Île-de-France et hors Île-de-France. Donc, nous avons 35% des répondants qui travaillent en Île-de-France et 65% qui travaillent hors Île-de-France. Donc, c'est important de le mentionner. On a une offre de transport qui est différente et qui est moins importante, moins dense hors Île-de-France qu'en Île-de-France. Donc, les grands enseignements de cette partie sur le profil des répondants. Donc, on a principalement des répondants cadres et sédentaires. On a des répondants qui utilisent massivement la voiture personnelle pour les déplacements domicile-travail. Le secteur privé est également majoritairement représenté dans cette enquête. Et ensuite, on a un usage important des modes actifs et également des transports en commun, plutôt en zone urbaine dense, en zone urbaine et également en zone périurbaine. Nous avons ensuite voulu faire un zoom sur l'impact du temps de trajet sur nos déplacements domicile-travail. Donc, dans un premier temps, vous rappelez également quelques chiffres sur les temps de trajet moyens. Donc, pour les répondants qui travaillent en Île-de-France, nous avons un temps de trajet moyen de 48 minutes. Donc, la moyenne aujourd'hui, d'après les enquêtes INSEE, elle est de 44 minutes. Donc, ça correspond bien à la moyenne qu'on peut retrouver dans différentes études. Et pour les répondants qui se situent, qui travaillent hors Île-de-France, nous avons une moyenne de temps de trajet d'environ 30,1 minutes. Le niveau de satisfaction concernant le temps de trajet domicile-travail, nous avons principalement des répondants qui se déclarent être satisfaits. 33% d'entre eux sont très satisfaits et environ 26% d'entre eux sont satisfaits. Ensuite, nous avons décidé de croiser la projection dans l'entreprise en fonction du temps de trajet et en fonction de la satisfaction du mode de transport. Donc, sur le graphe de droite, nous pouvons constater que nous avons tout simplement en fait plus de collaborateurs satisfaits et qui donc se projettent, par exemple, à plus de 5 ans dans leur entreprise. Nous avons plus de 70% aujourd'hui des salariés qui sont satisfaits ou très satisfaits de leur mode de transport, qui se projettent plus de 3 ans dans leur entreprise. On peut donc confirmer qu'il y a une nette corrélation entre la satisfaction du mode de transport utilisé et la projection dans l'entreprise. Donc, plus les collaborateurs sont satisfaits de leur mode de transport, plus ils se projettent tout simplement dans leur entreprise. On a décidé également de croiser la projection dans l'entreprise avec le temps de trajet. Et donc, on a plus de 70% des salariés qui résident à moins de 20 minutes
de leur lieu de travail, qui vont se projeter plus de 3 ans dans leur entreprise. Donc, plus on réside proche de son lieu de travail, plus on a tendance à se projeter sur du long terme dans son entreprise. Cela confirme le fait que le temps de trajet aujourd'hui est un critère important donc, pour les répondants pour sélectionner un nouvel emploi. Donc, c'est comme en 2019, le temps de trajet aujourd'hui fait partie des principaux critères de sélection d'un nouvel emploi. Il ressort en 4e position. En 2019, il ressortait en 3e, le 3e critère de sélection d'un nouvel emploi. En 2e critère, nous avons également l'équilibre vie pro, vie perso, qui ressort comme un critère important de sélection d'un nouvel emploi. En 2019, cette proposition de réponse n'était en fait tout simplement pas proposée, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le comparatif. Et en premier critère de sélection d'un nouvel emploi, ressort la rémunération et également les avantages sociaux. Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'aujourd'hui, le temps de trajet et la mobilité, ça ressort comme un réel enjeu RH, dans un premier temps pour l'attractivité, donc pour aller chercher également des nouveaux talents, et également pour satisfaire et pour fidéliser tout simplement les collaborateurs qui restent dans leur entreprise. Les grands enseignements de cette deuxième partie sur le temps de trajet, donc on peut affirmer que l'équilibre vie pro, vie perso et le temps de trajet sont aujourd'hui considérés comme des critères centraux des sélections d'un nouvel emploi. Les salariés qui sont satisfaits de leur trajet domicile-travail, c'est ce que j'ai évoqué précédemment, ils sont plus disposés à rester longtemps dans leur entreprise. Et enfin, que le temps de trajet a un impact sur le bien-être des collaborateurs. Je vais maintenant laisser la parole à Mathéo pour présenter la suite de ces résultats. N'hésitez pas à poser toutes vos questions si certains chiffres ou données ne sont pas clairs. Merci Emilien. Donc on va passer à la partie donc, du ressenti des répondants lorsqu'ils arrivent sur le lieu de travail et à la perception qu'ils ont de leur mode de trajet, de leur mode de transport et de leur trajet. Donc au niveau du ressenti à l'arrivée, il apparaît donc sur le premier graphique. Alors je précise que c'était une question à choix multiples, ce qui explique qu'on n'est pas sur une somme de pourcentage qui est égale à 100%. Donc en vert, vous avez les émotions qui sont plutôt positives, donc elles sont motivées, dynamiques, vont jouer. Et puis dans les teintes un petit peu plus chaudes, donc autour du rouge orangé, on va être sur les émotions quand même assez négatives, donc que ce soit fatigué, agacé, stressé ou déprimé. Donc on se rend compte quand même qu'on est sur des émotions globalement positives qui ressortent le plus, avec 40% des répondants qui sont motivés lorsqu'ils arrivent sur leur lieu de travail, 29% des répondants qui sont dynamiques. Dans une teinte un petit peu plus négative, on est sur quand même un quart des répondants, soit 25% qui sont fatigués lorsqu'ils arrivent sur leur lieu de travail. Et alors là où ça va être vraiment intéressant, c'est de comparer en fait ces ressentis en fonction du mode de transport qui est utilisé donc, pour arriver sur le lieu de travail. Donc pour ça, on a fait un petit zoom sur les émotions positives et puis on a comparé directement les différents résultats donc, de l'enquête. Donc ça apparaît sur le graphique rouge que vous pouvez voir en bas de la slide. Donc on est sur 66% des répondants qui ressentent des émotions positives, donc je rappelle motivés, dynamiques ou enjoués lorsqu'ils utilisent des modes actifs pour se rendre sur leur lieu de travail. Un petit peu moins donc, pour les gens qui viennent en véhicule motorisé, puisque c'est que 59%, et puis encore un petit peu moins pour les gens qui utilisent les transports en commun, parce que c'est 52%. Donc on ne se rend pas vraiment compte comme ça, mais des différences de pourcentage pareil, c'est vraiment important. Par exemple 7%, alors que la seule variable qu'on a changée, c'est le mode de transport, c'est vraiment impactant, et puis ça montre que le mode de transport pèse vraiment lourd dans la balance donc, de l'évaluation de la qualité de vie au travail. Donc, pour la prochaine slide, c'est à peu près les mêmes résultats, sauf que là, ils sont plus détaillés. Donc, vous avez à chaque fois le pourcentage en fonction du sentiment en question. Et puis, vous avez aussi donc, le pourcentage pour chaque émotion négative. Donc, par exemple, pour les modes actifs, on se rend compte que systématiquement, les gens qui ressentent des émotions négatives, c'est beaucoup moins fréquent donc, pour les utilisateurs des transports en commun ou des véhicules motorisés. Par exemple, au niveau de la fatigue, c'est quelque chose qui ressort énormément. C'est la barre orange qu'on peut voir. On est quand même sur 35% des répondants qui sont fatigués lorsqu'ils viennent au travail en transport en commun. C'est un petit peu moins pour les véhicules motorisés, puisque ça va être seulement 25%. Et puis, sur les modes actifs, c'est beaucoup moins, comme vous pouvez le voir, avec seulement 16%. Et puis, on est environ sur les mêmes tendances pour les émotions qui sont encore plus négatives, avec, par exemple, les gens qui sont un petit peu déprimés, agacés,
ou stressés. Donc, ce qui semble confirmer ce que je venais de dire avant au niveau de l'impact du mode de transport sur la qualité de vie au travail. Alors ensuite, on s'est intéressé donc aux changements perçus depuis l'usage du vélo, donc vraiment pour les gens qui ont fait ce passage-là. Donc là, les pourcentages qui ressortent, ce sont des personnes qui sont donc exclusivement cyclistes. On est sur des chiffres qui sont quand même assez notables, hein, puisqu'on a 75% des gens qui considèrent que leurs déplacements domicile-travail sont plus agréables depuis qu'ils sont passés au vélo pour les effectuer. Et puis au niveau des émotions, là aussi des chiffres assez parlants quand même, puisque 34% des gens sont moins stressés depuis qu'ils utilisent le vélo, et puis 32% qui sont plus motivés. Voilà. Ensuite, donc là, on passe à une slide qui décrit la perception de l'accessibilité. Donc là, l'accessibilité, je rappelle, c'est la possibilité d'accéder physiquement à un site. Donc on se rend compte que les usagers d'un mode, ils ont tendance à percevoir assez négativement en fait l'accessibilité des autres modes. Donc là, je parle bien de ceux qui n'utilisent pas. Donc à titre d'exemple, par exemple, on a 45% des automobilistes qui ne sont pas satisfaits de l'accessibilité en vélo ou à pied, alors que pour ces mêmes répondants qui viennent en vélo à pied, elle n'est que de 20%. Et puis on a la même tendance au niveau des transports en commun, avec 52% des automobilistes qui ne sont pas satisfaits de l'accessibilité en transport en commun, alors que pour ces mêmes usagers des transports en commun, elle n'est que de 20% également. Donc ça montre qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues au niveau de l'accessibilité, et que donc, pour pallier à ça, c'est quand même assez important donc, de communiquer sur cette accessibilité, notamment au niveau des plans d'accès, de tous les types de transports qui sont disponibles pour arriver jusqu'au lieu de travail. Pourquoi pas aussi faire tester les gens pour casser les idées reçues, par exemple avec des tests de vélo pour essayer de les faire passer, puis donc d'expérimenter le mode en tant que tel, et donc de se forger leur propre opinion directement en physique. Là, on passe sur une slide qui décrit la participation de l'employeur aux frais de déplacement et donc le niveau de satisfaction de chacun des répondants. Donc, il y a une tendance qui ressort quand même assez majoritairement, hein, c'est que les usagers des transports en commun sont quand même plus satisfaits de la participation de l'employeur aux frais des transports en commun. Donc, ça, c'est notamment dû au fait que la prise en charge à 50% des abonnements est quand même bien rentrée dans les mœurs et qu'elle est plus démocratisée. Donc, c'est un petit peu moins le cas quand même pour les modes actifs. On se rend compte, par exemple, qu'il y a 30% des gens qui sont globalement insatisfaits, très insatisfaits donc, de la participation de leur employeur pour ces modes-là. Et puis, on est environ sur les mêmes tendances pour les véhicules motorisés, avec 29% des gens qui sont insatisfaits. On a également comparé cette slide, enfin, on a ajouté la variable du forfait mobilité durable. Donc, c'est la statistique que vous pouvez voir en haut à gauche. On est sur 44% des répondants qui sont satisfaits lorsqu'ils bénéficient du forfait mobilité durable, contre seulement 14% des gens qui sont insatisfaits, donc quand ils n'en bénéficient pas. Donc ça montre quand même que c'est bien pris en compte par les gens qui reçoivent cette aide. Ensuite, donc pour les grands enseignements, donc comme je viens de le dire, on va être sur des usagers des transports en commun et des véhicules motorisés qui sont quand même les plus fatigués et les plus stressés donc lorsqu'ils vont arriver sur leur lieu de travail. Globalement, c'est ressorti donc de plusieurs fois hein, au niveau de différents paramètres. On est sur des cyclistes qui sont moins stressés et plus motivés depuis qu'ils utilisent le vélo. Comme je viens de le dire à l'instant, le forfait mobilité durable il a un impact positif sur le niveau de satisfaction, donc de participation d'employeurs aux frais de déplacement. Et puis la perception de l'accessibilité, elle est quand même relativement différente hein, selon le mode de transport utilisé et le mode de transport dont on parle à chaque fois. Voilà, donc là, on va passer à présent donc, à l'évaluation de la qualité de vie au travail dans le détail. Donc, au niveau de la note QVT moyenne, elle apparaît en haut à gauche, on est sur 7,1 sur 10. Alors, de mémoire, c'est presque équivalent au chiffre qui ressortait lors de la précédente édition, puisqu'on était à 7,2, donc des notes QVT moyennes. Vous avez là ensuite, sur le graphique du haut, l'évaluation de la qualité de vie au travail selon le mode de transport en commun. Donc 7,3 pour les modes actifs, 7,1 pour les véhicules motorisés, et puis un petit peu moins pour les gens qui viennent en transport en commun. Ensuite, parce que c'est pas toujours pertinent de parler de moyenne en fonction de si les chiffres sont éclatés ou non, on a également, on s'est intéressé en fait à la part des usagers donc, qui attribuaient une note supérieure ou égale à 7, c'est en fonction du mode de transport. Et là, on a des chiffres qui sont tout à fait parlants, puisqu'on est sur 76% des usagers des modes actifs qui ont attribué une note QVT donc supérieure à 7. C'est quand même un petit peu moins pour les usagers des véhicules motorisés et des transports en commun, avec 69% à chaque fois. Ensuite, donc là, on a une slide qui est assez parlante, hein, qui est très explicite. Donc, c'est la satisfaction directe du mode de déplacement donc, pour les trajets quotidiens. Donc, on est sur 97% des usagers des modes actifs qui sont satisfaits et très satisfaits. C'est quand même énorme si on compare aux véhicules motorisés. On est sur 76% des gens qui sont satisfaits donc, de leur mode de transport pour leur déplacement.
Et puis à nouveau, c'est un petit peu moins pour les usagers des transports en commun, avec 69% seulement des usagers. Ça peut s'expliquer par de nombreux paramètres. Il y a la foule dans les transports en commun qui peut être prise en compte, le confort, les perturbations potentielles, l'accessibilité et les correspondances. Voilà. On peut imaginer quand même beaucoup de paramètres qui viennent affecter cette note et puis la satisfaction en général. Ensuite, donc, au niveau des éléments qui vont impacter le plus la qualité du travail, ils ressortent ici. Alors là, les répondants, on pouvait en choisir que 3. Au final, on est quand même sur les mêmes tendances que lors de la précédente édition, avec 50% des usagers qui considèrent que la charge de travail est un élément qui impacte la qualité du travail. Pardon, c'est ce qui ressort le plus. On a également le management et l'objectif avec 33% des répondants. Donc, ça occupe la deuxième position exactement lors de la précédente édition. Et puis quand même, là où ça nous intéresse, dans une outil de mobilité, 28% des répondants qui considèrent que la distance lors de leur déplacement domicile-travail va affecter donc, leur qualité de vie. Voilà. Et ensuite, on avait proposé donc, plusieurs paramètres aux répondants. Et on leur avait demandé d'évaluer s'ils pensaient que leur trajet pouvait avoir un impact sur ces derniers. Donc, il ressort que oui, en très grande majorité, puisque 65% des répondants pensent que la qualité de leur trajet de domicile-travail pourrait avoir un impact sur leur volonté directe de rester dans l'entreprise et donc sur leur projection, comme Emilien disait tout à l'heure. On a aussi 86% des répondants qui pensent que la qualité de leur trajet a un impact sur leur bien-être quotidien directement et 73% sur leur performance au travail, donc de productivité. Et donc, pour les grands enseignements de cette partie, on va être sur des usagers des modes collectifs qui attribuent une note globalement supérieure aux usagers des transports en commun et des véhicules motorisés, comme on l'a montré au début. On se rend compte que la mobilité est quand même un facteur de stress au travail, directement derrière la charge de travail et puis le management des objectifs. Et puis enfin, on a bien vu que le bien-être quotidien était fortement lié à la qualité du trajet domicile-travail, donc que ce soit en termes de coût, de durée, d'incertitude des horaires, de correspondance, voilà, tous les paramètres que j'ai énumérés tout à l'heure. Et je vais à présent laisser la main à Emilien donc, pour la dernière partie, qui traite de la prise en compte du sujet de la mobilité durable. Effectivement, merci Mathéo. Donc, nous avions interrogé donc, les répondants sur le sujet de la mobilité durable, sur le sentiment, s'il était pris en compte ou pas par l'employeur. Donc, on a 13% des répondants qui déclarent que le sujet de la mobilité durable n'est pas du tout pris en compte par leur employeur. On a décidé de croiser cette donnée avec le lieu, la localisation de l'entreprise. Et donc, on constate qu'en zone rurale, le sujet de la mobilité durable est moins abordé que, par exemple, en zone urbaine dense, en zone urbaine ou en zone périurbaine. 30% en fait, des répondants dont le lieu de travail est situé en zone rurale déclarent tout simplement que le sujet de la mobilité durable n'est pas du tout pris en compte par leur employeur. Alors, cela peut s'expliquer par le fait qu'on a une offre qui est moins importante en transport dans les zones rurales et donc un sujet qui est moins abordé dans les entreprises, tout simplement. Ensuite, nous nous sommes intéressés aux actions dont bénéficient les répondants. Et donc, on constate que la mise en place du télétravail est la première action dont les répondants déclarent bénéficier au travail, donc la mise en place du télétravail. Cela s'explique tout simplement car aujourd'hui, on a des répondants qui sont principalement des cadres, des CSP+, donc qui peuvent se permettre de télétravailler et qui sont éligibles au télétravail. Ensuite, nous avons des répondants qui déclarent bénéficier du forfait mobilité durable et également le fait d'utiliser systématiquement des outils pour les réunions à distance, des outils de visioconférence. La pratique du travail avant et après la crise sanitaire, donc nous avons décidé de vous présenter ces tendances. Donc, bien évidemment, nous avons un usage du télétravail qui a nettement évolué depuis la crise sanitaire. On a 52% des répondants qui pratiquent aujourd'hui le télétravail plus de 2 jours par semaine et 77%, donc, comme évoqué précédemment, des répondants qui pratiquent le télétravail, qui sont des cadres ou des professions intellectuelles supérieures. Et enfin, sur la satisfaction des télétravailleurs, donc on a voulu faire un zoom sur les raisons de la satisfaction et donc on constate que la principale satisfaction est le gain de temps lié à l'absence de temps de trajet, suivi ensuite d'un environnement de travail plus calme, d'une plus grande souplesse et flexibilité dans le travail. Et au niveau des raisons de l'insatisfaction,
sont principalement du coup, liées à l'isolement et au manque de liens social pour 19% des répondants. Et enfin, le manque de cohésion d'équipe également et les conditions de travail qui sont inconfortables. Ce qu'il faut retenir, c'est donc le gain de temps lié à l'absence de temps de transport qui ressort comme la principale satisfaction des télétravailleurs, tout simplement. Donc, les grands enseignements de cette partie sur le télétravail également et sur le sujet de la mobilité durable. Donc, le sujet de la mobilité durable est moins pris en compte donc, dans les entreprises implantées dans les zones périurbaines, également dans les zones rurales. Une pratique du télétravail qui a nettement évolué depuis la crise sanitaire et qui a un impact sur la qualité de vie au travail des employés et également sur la satisfaction de l'équilibre vie pro et vie perso. Et un gain de temps donc lié à l'absence de temps de transport qui est la principale source de satisfaction des répondants qui pratiquent le télétravail. Les grands enseignements de cette présentation des résultats de cette deuxième édition. Donc, dans un premier temps, on peut affirmer que le temps de trajet est comme en 2019, quel que soit le mode de transport utilisé, a un impact sur le bien-être au quotidien des employés. Ensuite, que la mobilité est aujourd'hui un enjeu RH. Donc, dans un premier temps, avec une corrélation entre la satisfaction liée au temps de trajet également la durée de projection dans l'entreprise et également le temps de trajet qui ressort comme le troisième critère de sélection d'un nouvel emploi, donc pour attirer également des nouveaux talents dans son entreprise. Et enfin, les usagers des modes actifs qui sont plus satisfaits de leur qualité de vie au travail, qui sont plus motivés, moins stressés que les autres usagers. Donc voilà, tous les principaux critères et les enseignements qu'on peut ressortir de cette deuxième édition. Juste pour compléter également ces données, vous retrouverez, et les résultats seront téléchargeables sur le site d'Ecodel, des résultats plus complets avec des zooms sur les transports en commun, des zooms sur le vélo, un zoom également sur l'impact de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a vraiment voulu faire un focus plutôt sur le temps de trajet, l'impact sur la qualité de vie au travail, et des résultats plus complets seront présentés dans un support téléchargeable sur le site d'Ecodel. Je vais maintenant peut-être laisser du coup la parole à Elodie pour rebondir sur ces premiers résultats et également faire le lien avec le sujet du vélo. Merci Emilien, bonjour à tous. Écoutez, merci pour... vous m'entendez bien ? Super. Merci pour cette première présentation de résultats que je découvre en même temps que les participants. Donc, on voit que les résultats de l'enquête précédente sont pas mal confortés sur une objectivation de ce qu'on pressent, à savoir que on a une meilleure qualité de vie au travail, on a moins de stress, on a des meilleures conditions à l'arrivée sur site en se déplaçant en mode actif, avec, comme vous l'avez dit, des enjeux RH, des enjeux de recrutement, notamment sur les nouveaux arrivants sur le marché du travail. On sait que les aspirations, notamment environnementales, des jeunes diplômés sont de plus en plus importantes et elles poussent les employeurs à être également plus exemplaires dans ce qu'ils proposent à leurs salariés. Donc, des résultats qui vont dans ce sens, qui confortent ce qu'on avait déjà établi, ce que vous aviez déjà établi dans l'enquête précédente. Une question de projection d'entreprise qui aussi interpelle et qui sera, je pense, à creuser. J'ai noté quelques questions que je vous ferai suivre. Je me posais notamment la question de l'impact du poids des franciliens dans le panel de répondants sur certaines données, notamment transport en commun, qui pourra peut-être être intéressant d'investiguer. Est-ce qu'on a des résultats qui sont quand même assez défavorables en matière de qualité de vie au travail et de stress notamment pour les personnes qui se déplacent en transport en commun. Donc je me demandais, est-ce que c'était un prisme très francilien ou est-ce que c'est vraiment représentatif? Enfin, le terme n'est pas bon, mais est-ce que c'est le cas sur tout le panel, y compris en province?
Et puis, donc, si je me permets une ouverture, je pense que c'est des résultats qui seront vraiment très, très intéressants pour les employeurs, notamment dans les négociations annuelles qu'ils doivent conduire désormais sur ce sujet mobilité. On voit que ce sujet mobilité, c'est un vrai enjeu de qualité de vie au travail, c'est un vrai enjeu de fidélisation, et c'est plutôt une bonne chose que ces enjeux de développement durable rejoignent des enjeux d'attractivité des entreprises et de performance économique des entreprises. Donc, je pense qu'on aura vraiment intérêt à communiquer auprès des employeurs. Et ça pourra aussi être fait, je pense, dans le cadre du programme C2E Employeur Pro Vélo, qui a cette démarche d'accompagner les employeurs pour développer la pratique du vélo. Votre étude est en mode actif, on pourrait d'ailleurs se demander s'il ne faudrait pas étendre cette labellisation aux modes actifs. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a ici un terreau vraiment intéressant pour changer l'argumentaire en faveur du vélo en entreprise sur des choses qui vont parler aux employeurs, à savoir l'attractivité de leur entreprise et la performance de leurs collaborateurs dans le temps. Merci à tous en tout cas pour cette présentation. Merci beaucoup, Émilien. Merci, Mathéo. Merci, Elodie. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Du coup, je vais vous les poser. On va commencer par la première. Concernant notamment la différence de perception de l'accessibilité, on a vu que les automobilistes avaient une perception assez négative de l'accessibilité en vélo ou à pied, et inversement. Est-ce que la forte prévalence du véhicule routier particulier hors ville n'est pas un facteur décisif plus que les idées reçues? Alors oui, c'est tout à fait possible et ça rejoint également ce que disait Elodie, puisque on est quand même, on a vraiment des différences qui sont assez majeures entre les gens qui habitent en zone rurale et les gens qui habitent en zone dense. Et donc au niveau de la perception directement de l'accessibilité, les usagers, les gens qui habitent en zone rurale vont avoir une perception qui est tout à fait négative, puisqu'ils ont assez peu de choses à disposition, peut-être peu de pistes cyclables, un risque routier au niveau du vélo qui est quand même beaucoup plus important. Et donc au niveau de ces personnes-là, il y a quand même une marge de manœuvre qui est beaucoup plus faible, qui pourrait expliquer quand même une différence qui est assez marquée par rapport aux autres usagers. Donc les villes, par exemple, les gens qui utilisent les modes actifs qui vont être quand même beaucoup plus représentés dans les zones urbaines denses, et donc qui ont quand même beaucoup plus d'infrastructures apportées. Donc là-dessus, il peut y avoir un biais également, mais il y a quand même des idées reçues, à mon avis, qui rentrent également en jeu, et donc ça peut être totalement intéressant d'essayer de casser les codes en proposant par exemple des animations en entreprise, des tests de vélo électrique, et puis potentiellement d'essayer d'entraîner les gens au transport en commun en proposant des types de transport en commun. Voilà. Il y a quand même beaucoup de mesures qui sont envisageables à ce niveau. Mathéo, si je peux me permettre un complément côté ADEME. Oui. Je pense qu'au-delà des idées reçues, il y a aussi une méconnaissance, à savoir que les aménagements piétons et cyclables, ils ne sont pas toujours le long des infrastructures routières. Et donc, quelqu'un qui se déplace qu'en voiture, il ne peut pas forcément avoir connaissance de la desserte de son entreprise par des aménagements piétons ou cyclables. Et donc, c'est vrai que je rejoins vraiment ce que vous disiez, à savoir qu'on a vraiment besoin de faire essayer, de créer des occasions où les collaborateurs essayent des modes différents pour réaliser justement qu'il y a d'autres façons de se déplacer avec potentiellement des infras. Merci. Merci. S'il n'y a pas de complément, une petite question sur les données. Les véhicules de mobilité douce type trottinette électrique monoroues restent bien dans motorisé et rentrent bien dans motorisé également? Alors oui, tous les engins de mobilité électrique, donc douce type trottinette électrique, Segway, trottinette, roller, tout ça a été comptabilisé donc, dans les modes actifs. On a vraiment fait une différence avec les véhicules motorisés plus personnels, où là on a inclus donc, les scooters, les véhicules de fonction personnelle, la voiture. Voilà. Là-dessus, il y a une vraie distinction. Merci. On va continuer. Question un peu plus large. Connaissez-vous des actions qui combinent mobilité et QVT? Je vais peut-être prendre la réponse, si vous le voulez bien. C'est tout l'enjeu du plan de mobilité employeur et également des mesures qui vont être versées dans ces nouveaux accords NAO-QVT avec le volet mobilité, donc qui est le 8e thème de cette nouvelle négociation annuelle obligatoire. On n'a pas de lien direct. Ce qu'on a pu voir aujourd'hui, comme le disait Elodie, qui vient conforter quand même ce qu'on avait déjà vu en 2019, c'est que les liens sont très forts entre la mobilité et la qualité
qualité de vie au travail. C'est pas anodin et c'est pas pour rien que le thème de la mobilité a été intégré à la NAO QVT. On voit qu'en fait, les questions de mobilité, les conditions, les avantages, etc., que l'employeur peut proposer aux salariés vont avoir un impact sur la qualité de vie au travail. Après, en termes d'action, je ne vois pas comme ça d'action directement qui fait directement le lien sur la mobilité et la QVT, mais on l'a vu, il y a un impact sur les temps de trajet, sur les modes utilisés, et du coup, c'est des actions pour développer ces modes alternatifs qu'il faut, à mon sens, déployer dans les entreprises. Merci. On va passer à une question sur. Alors, je vérifie s'il n'y a pas de questions qui se sont introduites dans le chat. Non. Avez-vous regardé les liens entre mode de déplacement et ressenti sur la santé? Alors, c'était plutôt sur le sentiment, comment les collaborateurs se sentaient en fait quand ils arrivaient au travail, donc avec des réponses comme la motivation, si c'était dynamique, pardon, si c'était fatigué, mais là moins du coup sur la santé. Après, on a identifié également le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, mais on n'avait pas de questions qui étaient vraiment dédiées à la santé. Après, on le sait, peut-être pour apporter un complément, effectivement, la question de la santé n'a pas été abordée dans les questions de cette enquête. Néanmoins, on le sait hein, que la mobilité du quotidien présente vraiment des enjeux de santé publique très importants. D'abord au niveau de la qualité de l'air, mais aussi au niveau de la sédentarité et des conséquences qu'elle peut avoir, et notamment l'obésité qui ne fait que grimper en France ces dernières années. On le sait, hein, faire du vélo, marcher, faire de la trottinette a des effets positifs sur la santé des collaborateurs. Et puis, pour rebondir sur ce que dit Alice, les répondants avaient la possibilité dans l'enquête justement d'affirmer donc ces différents paramètres. Ils pouvaient dire s'ils s'affirmaient moins malades, moins absents, plus efficaces et plus productifs à partir du moment où ils utilisaient un vélo pour se rendre sur le site de travail. Donc, c'était quelque chose qui avait la possibilité d'être déclaré. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. On va traiter d'accidentologie. Est-ce qu'on a des données relatives à l'accidentologie, excusez-moi, notamment pour les vélos et trottinettes? Alors, je vais prendre j'ai une casquette dans notre équipe qui est celle de la référente risque routier. Donc, je vais mobiliser cette casquette pour répondre à cette question. On n'a pas traité la question du risque routier dans le cadre de cette enquête. Néanmoins, les ponts entre les plans de mobilité employeurs et les plans de prévention des risques, etc., sont évidents. Travailler sur l'accessibilité, la sensibilisation, etc., au risque routier vient diminuer les accidents de trajet. Les accidents de trajet, c'est quand même la première cause de mortalité au travail, il faut le savoir. Après, pour tout ce qui est chiffres, accidentologie, il faut aller sur le site de l'OSNIR pour récupérer les données officielles. Après, il faut interpréter ces chiffres aussi avec quand même quelques éléments en tête, qui est notamment que ces chiffres sont remontés par la police. Dès lors, si vous avez un accident à vélo et en trottinette et qu'en fait vous êtes capable de quitter votre lieu d'accident avec votre vélo et votre trottinette, vous n'allez pas faire intervenir la police. Dès lors, tous ces accidents-là, s'ils ne sont pas reportés dans l'entreprise comme accident de trajet, n'interviennent pas en fait dans les chiffres officiels. Et on sait qu'en vélo, une chute, etc., la plupart du temps, on peut se relever et continuer son trajet, donc soit à vélo, soit en accrochant son vélo et on finit sa journée à pied, on rejoint son lieu de travail à pied ou en bus. Et donc, tous ces petits accidents-là qui ne nécessitent pas l'intervention de la police ne génèrent pas de déclaration. Donc, il faut faire quand même attention avec les chiffres qui sont disponibles sur l'OSNIR. Merci Alice. N'hésitez pas à poser vos questions dans les questions prévues à cet effet. On va continuer avec une prochaine question. Quels peuvent être les leviers de promotion du covoiturage? En termes de qualité de vie au travail, je présume. On va dire que oui.
Et ben sur le covoiturage, vous allez pouvoir, au niveau de la QVT, actionner des arguments. Là, on est, enfin voilà, au-delà des leviers, c'est comment on motive les salariés à covoiturer. Il va falloir avoir des arguments évidemment financiers, mais également de fatigue et de stress. On sait qu'un salarié qui vient 5 jours sur 7 en aller-retour en voiture seule, c'est aussi de la fatigue qui est générée, de la fatigue, du stress qu'on peut assez facilement réduire lorsqu'on est en équipage de covoiturage. Merci beaucoup. Autre question de Pierre-Marie. Avez-vous des observations sur les véhicules de fonction? Changement de représentation, d'attente des salariés, bonne pratique d'employeur. J'adore cette question. Je veux bien commencer à répondre. Je vous laisserai compléter si vous voulez. On n'a pas de données officielles. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est très clair, et Elodie l'a mentionné tout à l'heure. Il y a une arrivée sur le marché du travail, qui commence déjà à se passer, mais en tout cas, les jeunes diplômés ont des aspirations environnementales et des attentes envers les employeurs qui n'ont rien à voir avec celles des générations précédentes. On a toute une génération de cadres qui, classiquement, a dans son package RH un véhicule de fonction avec tous les avantages que ça représente et qui en fait n'en veut pas. Et la question, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur les enjeux. Alors là, on n'est pas sur du maintien et de la fidélisation des talents, mais comment on fait pour les attirer, ces nouveaux talents? On sait que le marché du travail est extrêmement tendu et que les recrutements sont compliqués dans beaucoup de tout secteur confondu. Comment on fait pour attirer cette nouvelle génération de cadres qui ne souhaite pas avoir un véhicule de fonction pour X ou Y raison? Il y a un outil qui est là pour ça, qui s'appelle le crédit mobilité. Je vous invite d'ailleurs à regarder le replay du webinaire qu'on a fait il y a quelques semaines sur le sujet. Fiscalement parlant, en France, c'est quand même encore un peu compliqué, le crédit mobilité, mais il faut regarder ce qui se passe chez nos voisins, et notamment les Belges, qui sont très en avance sur ce sujet-là. Et qui propose en fait une enveloppe. Alors, il y a plusieurs options. On peut proposer un véhicule de gamme inférieure et l'enveloppe, le delta est considéré comme un avantage en nature. On peut avoir toute une enveloppe financière à dépenser en billets de train, en location de voiture pour les vacances, etc. Il y a plein de solutions qui existent sur le crédit mobilité. Mais on n'a pas, en tout cas, pour répondre très précisément à la question, pas d'observation, en tout cas chiffrée sur ces éléments-là, mais c'est des choses qu'on a encore discuté avec Régis Mazera d'Arval lors de notre dernière rencontre de l'écosystème, qui acquiesce aussi, en fait, qui valide cette intuition, en tout cas. Mais pour compléter ce que tu viens de dire, Alice, de manière générale, dans nos missions de conseil, dans la mise en place de PDME, de plans de mobilité, on constate qu'on a de plus en plus de collaborateurs qui souhaitent abandonner leur véhicule de fonction et opter plutôt pour des modes de transport alternatifs, type des vélos, et à vraiment abandonner ce mode de transport. C'est ce que l'on voit de plus en plus dans nos missions de conseil. Merci pour vos éclairages. On va revenir un peu sur les résultats de l'étude avec une question. Est-ce que le ressenti des collaborateurs est identique pour les répondants Île-de-France et hors Île-de-France? On va revenir à la slide 15 auquel ça faisait référence et je vous laisse compléter. Oui, alors on n'a pas dissocié les résultats IDF, hors IDF pour le ressenti. On pourrait le faire, on pourrait partager également les résultats. Là, c'est vraiment toute localité en fait confondue avec mais pas de focus Île-de-France hors Île-de-France. On pourrait éventuellement le faire. Après, il faut avoir en tête quand même de mémoire sur l'échantillon, on est 3,44 ou 2 tiers un tiers. 65% hors Île-de-France. 65% hors Île-de-France. Donc on a une prépondérance quand même des provinciaux, même si je déteste ce terme. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez l'onglet questions qui est là pour ça, ou le chat. À la limite, c'est pas très grave, je vais checker les deux. Et une autre question, as-tu des informations détaillées sur les liens mobilité, QVT, filière?
Par filière, je présume qu'on entend les secteurs. Alors, si vous pouvez préciser, mais j'imagine que c'est ça, les secteurs d'activité. Je regarde sur le chat. Oui, c'est ça. C'est ça. Salarié précaire, oui, ok. On n'a pas fait de Zoom, il me semble, hein, Emilien, Mathéo, vous confirmez ou pas, mais il me semble qu'on n'a pas fait de traitement voilà, par secteur. Non. C'est une donnée qu'on pourra creuser éventuellement. Merci. Alors, on n'a plus de questions dans les questions. Je vérifie s'il y en a dans le chat. En attendant. Alors, il y avait juste une question, savez-vous si ce type d'enquête a été faite en région Bretagne? Pour information, l'enquête a été diffusée au niveau national sur nos réseaux sociaux. Après, on peut faire un zoom par région, par département, mais on n'a pas là, donc il n'y a pas de résultat pour cette région de manière spécifique. Ok, très bien. Je ne vois pas de nouvelles questions. En attendant, si jamais, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le support de présentation en cliquant sur le petit icône de téléchargement qui apparaît. Quand vous passez votre souris sur le support, a priori, pas d'autres questions. Je vois que ça tape encore dans le chat. Du coup, je ne sais pas si j'attends ou pas. Dans tous les cas, nous, on se tient à votre disposition. C'est plus d'informations. Je laisse peut-être soit Alice, soit Mathéo ou Elodie. Si vous avez un mot de la fin pour terminer, c'est le moment. N'hésitez pas. Alice, tu veux... Oui, bah, je peux commencer les mots de la fin. Moi, j'ai été ravie de vous voir déjà si nombreux à ce rendez-vous. C'est un sujet qui mobilise, on le voit bien nous dans le pôle mobilité, avec nos clients. On est vraiment passé, je dirais, d'un prisme vraiment environnemental au niveau de la mobilité quotidienne à un prisme beaucoup plus RH, social, qualité de vie au travail. Et je crois que voilà, avec la crise sanitaire, on a quand même vu que les sujets étaient extrêmement corrélés. Et moi, je suis ravie, en fait, parce que je pense qu'on va avoir aussi des plans de mobilité employeur qui vont être un peu différents par rapport à la dernière décennie. Et j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, le sujet mobilise de plus belle. Et c'est toujours un plaisir, effectivement, d'accompagner des entreprises. C'est un sujet qui cristallise rarement en fait les positions. Généralement, c'est plutôt un sujet qui rassemble et c'est vrai que c'est un plaisir au quotidien d'accompagner des organisations avec les représentants syndicaux, les représentants de la direction qui ont envie en fait d'aller dans une même direction parce que effectivement, quand on essaye d'objectiver le sujet, on sent bien que tout le monde est gagnant. Peut-être un petit mot très court côté ADEME. Je lisais les réactions dans le chat et l'une des réactions, c'était de dire qu'en fait, ce que montre cette étude, c'est que l'enjeu finalement, c'est l'aménagement et la proximité et la mixité des espaces de travail, des espaces de vie. Et je trouve ça très, très juste. Donc, alors, c'est pas évident à l'échelle d'un employeur-employé, mais à l'échelle d'un employeur déjà installé, d'un site déjà installé. Mais je pense qu'en effet, ça doit aussi alimenter nos réflexions sur la construction de la ville et des espaces de demain, dans une logique à la fois de résilience environnementale et puis de santé et de qualité de vie au travail. Voilà, merci encore pour ces résultats. Super, merci. Alors, je voulais également vous remercier de nous avoir suivis et également remercier les membres de l'écosystème qui ont participé à la construction de cette enquête. N'hésitez pas également à aller télécharger les résultats complets sur la page d'Ecodev et également de suivre le replay de ces résultats, de la présentation de ces résultats. Merci beaucoup. Super, merci Emilien. Encore une fois, merci à tous et on se retrouve pour les prochains webinaires. Et n'hésitez pas à faire un tour sur notre site pour aller télécharger les supports. On vous enverra un petit mail avec tout ça, mais n'hésitez pas à y faire un tour. Merci à tous et à très bientôt.